Bonjour à toutes et à tous. Marc Morzowski, directeur de rédaction chez LexisNexis. Je vous remercie d'avoir rejoint ce webinaire Jury Covid-19 qui est le fruit d'une initiative partagée entre le Club des juristes et LexisNexis pour mobiliser de grands témoins afin d'éclairer la crise du coronavirus sous le prisme du droit. Nous avons pu recueillir ainsi des témoignages d'acteurs de premier plan pour décrypter les problèmes juridiques soulevés par la situation inédite que nous traversons. Cette tribune est aussi l'occasion de remercier au nom de LexisNexis toutes celles et ceux qui tous les jours en première ligne se battent pour sauver des vies dans des conditions extrêmes ou pour assurer les services publics pour tous. Aujourd'hui, nous accueillons Didier Kling, président de la CCI de Paris-Île-de-France. Nous avons un problème de connexion vidéo qui nous prive de l'image. Didier Kling, bonsoir. Vous présidez la CCI de Paris-Île-de-France ainsi que la Chambre nationale des conseils experts et financiers. Vous êtes également président d'un cabinet indépendant d'expertise, d'audit et de conseil. Je vais vous poser une première question pour camper notre sujet sur l'accompagnement économique et la sortie de crise. Le président de la République a annoncé hier soir une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 11 mai prochain. Le coma artificiel dans lequel sont plongées la plupart de nos entreprises va donc devoir se prolonger durant plus d'un mois, entraînant une augmentation considérable du coût de réanimation de l'économie. Les CCI et la CCI de Paris-Île-de-France que vous présidez sont au cœur du dispositif d'accompagnement des entreprises. À vos côtés, de nombreux professionnels du chiffre, du droit, de nombreux réseaux également, BPI France, l'ADI, le réseau Entreprendre, les chambres de métiers et d'artisanat. Tous ces réseaux sont présents aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leurs difficultés. Et ces difficultés que doivent affronter les entreprises aujourd'hui, elles diffèrent en volume, bien sûr, en nature aussi, elles diffèrent également selon leur taille, mais aussi parfois selon le modèle économique qui est le leur. Dans ce contexte inédit, comment la coordination de tous ces réseaux est organisée? Une gouvernance spécifique a-t-elle été mise en place? Disposez-vous de quelques chiffres sur l'évolution de la situation des entreprises, en particulier dans la région Île-de-France? Bien, merci d'abord d'avoir organisé cette réunion qui est l'occasion de faire le point et d'échanger à propos d'une crise qui est une crise un peu particulière. C'est une crise totalement inédite, totalement différente de la crise précédente de 2008-2009, parce que cette crise, elle n'est pas née du monde économique. Souvenez-vous, en 2008-2009, c'était le monde financier qui avait posé des difficultés avec des conséquences économiques redoutables. Ici, c'est une crise sanitaire et c'est la décision de l'homme, ce sont les États qui ont dit on va arrêter la machine économique parce que c'est le seul moyen d'arriver à limiter la propagation du virus. Donc c'est une crise qui est décidée par l'homme, c'est une crise artificielle qui est d'une violence inouïe. 2008-2009, le poison s'est diffusé lentement. Ici, c'est du jour au lendemain des économies entières qui se sont arrêtées. Donc, une crise très, très violente, mais en même temps, crise tout à fait particulière. La preuve, c'est qu'on peut continuer à travailler à distance. La même crise, il y a 10 ans, n'aurait pas pu être réglée de la même manière parce qu'on n'avait pas la capacité encore technologique de continuer à organiser par le télétravail, par des visioconférences, par des audioconférences, ce qui aujourd'hui nous permet de garder un contact. Donc c'est très particulier, chose de nouveau qu'on vit. Fort heureusement, les systèmes informatiques tiennent jusqu'à présent. À défaut de quoi, on serait dans la plus grande difficulté. Pour répondre à cette crise, la Chambre de commerce, depuis le début, avec d'autres, avait dit, puisqu'on arrête brutalement l'activité, ça veut dire que pendant une période indéterminée, plusieurs semaines, plusieurs mois, il n'y aura plus d'activité économique, il y aura un effondrement, et je vous donne le chiffre, il n'est pas confidentiel, l'économie s'est effondrée, la production s'est effondrée de 35%. On n'a jamais vu ça depuis la guerre. Donc effondrement total de l'économie, et on avait dit le seul moyen de résoudre le problème, c'est un plan massif pour permettre aux entreprises de travailler cette passe qui va être très délicate. Et la réponse était à la hauteur de ce qu'on souhaitait, honnêtement. Le plan, il est massif, on ne va pas le détailler ici, mais les 3 éléments essentiels, c'est le chômage partiel,
pour tous ceux qui ne peuvent pas être en télétravail. Donc le chômage partiel, c'est l'État et l'URSSAF qui prend en charge une grande partie, 87% du salaire des personnes qui ne sont plus au travail dans les entreprises. C'est le fonds de solidarité. On n'a jamais vu ça non plus. C'est l'État qui verse pour des entreprises qui répondent à certains critères des fonds, tout simplement, à subvention sans remboursement. Et c'est le fonds de garantie qui, pour le moment, est fixé à un montant significatif, 30 milliards, l'État disant, je garantis 90% des prêts qui seront accordés par le système bancaire, 10% restant à la charge des banques. Ce sont des sommes qui sont considérables, qui sont mises sur la table par les pouvoirs publics. Évidemment, ça fait exploser tous les compteurs budgétaires qu'on connaît bien. Et ce qu'on peut observer d'ores et déjà, c'est qu'il y a en même temps une très grande réactivité parce que, par exemple, sur le fonds de solidarité, il avait été décidé que ne pouvaient en bénéficier que les entreprises qui soient en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, en dessous d'1 million par an, dont l'activité du mois de mars soit inférieure à celle du mois de mars de l'année précédente de 70%. Et nous avions dit au pouvoir public, au ministre de l'économie et des finances, c'est absurde 70%, puisque le confinement a été décrété le 15 mars, au milieu du mois. Donc les entreprises considérées ont normalement réalisé la moitié du chiffre d'affaires, donc aucune n'atteindra la baisse de 70%. Et le lendemain même du jour où le décret est paru, signé du ministre, le ministre a déclaré « Oui, je me suis trompé et donc le seuil va baisser à 50%. » Donc très grande réactivité de la part des pouvoirs publics qui veillent vraiment à ce que les choses puissent fonctionner de manière aussi fluide que possible. Même chose sur le chômage partiel, par exemple, beaucoup d'entreprises nous ont dit « Mais on n'arrive pas tout simplement à faire la demande parce qu'on ne peut pas se connecter. » Problème informatique. Et la réponse de l'administration était de dire notre système était conçu pour recevoir 10 000 connexions, on en a aujourd'hui 600 000. Et donc il a fallu réparer. Ça a été fait dans la semaine et aujourd'hui le problème peut être considéré comme résolu. Dans ce système très vaste, très puissant, massif, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de coordination étroite. Et donc le rôle que je joue, comme d'autres acteurs économiques, au titre de la Chambre de commerce, ce sont des réunions de coordination très régulières. Par exemple, on a toutes les semaines une réunion de coordination avec le ministre de l'économie et des finances pour regarder à la fois quelles sont les remontées d'informations et en même temps quels sont les ajustements qui se révèlent utiles. Toutes les semaines, j'ai une réunion également avec le préfet de région qui coordonne tous les services de l'État. Toutes les semaines, j'ai également une réunion avec le Conseil régional d'Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse, plus une multitude de réunions. Par exemple, on a eu des réunions la semaine dernière pour regarder les problèmes spécifiques du bâtiment et des travaux publics. Par exemple, on a des réunions hebdomadaires pour regarder les problèmes du tourisme, parce que non seulement il faut qu'on apporte des réponses, mais en même temps, il faut qu'on regarde à la fois comment traverser la crise et en même temps comment rebondir tout de suite après la crise. Et ça, c'est déjà un sujet sur lequel on travaille. Et parallèlement à tout ceci, donc la Chambre de commerce, elle intervient à deux niveaux. D'abord, la Chambre de commerce est aussi un acteur économique par certains côtés, puis ensuite c'est un observateur économique qui joue son rôle d'accompagnement des entreprises. Comme acteur économique, nous avons par exemple la formation. Nous formons 60 000 personnes par an au travers de 19 écoles situées sur les territoires français, qui, pour certaines, ont des campus à l'étranger, plus 3 écoles qui sont à l'étranger, en Afrique du Sud, au Vietnam et au Liban. Toutes ces écoles, du jour au lendemain, c'est-à-dire le 15 mars, ont basculé en e-learning. Elles ont fermé. Le campus de Turin était déjà fermé pour le SCP, mais sinon les campus étaient tous ouverts. Ils ont tous fermé du jour au lendemain et on a basculé tous nos élèves en e-learning. Donc sur la formation, c'est-à-dire 30 000 élèves, 30 000 étudiants, et on délivre 1000 cours en e-learning par jour. Et ça fonctionne. Par contre, on a une autre activité qui, elle, est à l'arrêt complet. C'est une activité dans l'événementiel, à la fois comme organisateur de congrès et salons, les plus grandes manifestations que vous connaissez, comme le Salon de l'agriculture, qu'on a dû arrêter plus tôt que prévu, la Foire de Paris, qui n'aura pas lieu cette année, on peut le dire maintenant, et en même temps, on exploite, vous savez, des lieux qui sont la Porte de Versailles, la Porte Maillot, Villepinte, le Bourget, etc., une dizaine de lieux. Tout ceci est totalement à l'arrêt, et aujourd'hui, on pense que ça ne reprendra pas avant la fin de l'été, quoi, c'est clair, avant le mois de septembre.
Donc, ça, c'est notre rôle comme acteur économique, donc directement impliqué dans la crise. Et en même temps, on a notre rôle d'accompagnateur des entreprises, et on suit les entreprises par un certain nombre de méthodes. D'abord, on a un service d'appel téléphonique qui comporte aujourd'hui plus de 100 personnes qui répondent à un numéro magique 01 55 65 44 deux fois. On a un nombre d'appels par centaines et par milliers, et on a en même temps une enquête en ligne qui est faite par donc les sites web, qui nous permet d'avoir, on a la dernière enquête en ligne, 25 000 réponses, qui nous permettent de savoir à peu près en taille d'entreprise et en secteur, en filière d'entreprise, quelles sont celles d'entre elles qui rencontrent le plus de problèmes, de manière à faire remonter ces informations et permettre au pouvoir public de prendre les décisions opportunes. Donc voilà le dispositif global, qui est un dispositif très complet, je crois, très cohérent, et on travaille sur tous les sujets, y compris avant ce webinaire. La réunion que j'avais, c'était avec l'ensemble des chambres de commerce cette fois-ci. C'était où on s'est réunis aussi toutes les semaines, bien sûr. C'était de savoir comment résoudre, par exemple, le problème d'approvisionnement en masques. Et là, on participe à des initiatives qui sont soit nationales, décidées par l'État, soit régionales au niveau du conseil régional, et on y contribue de manière à faire en sorte que les entreprises puissent alimenter, approvisionner en masques le personnel, soit qui aujourd'hui est susceptible de travailler, soit qui travaillera à partir de la fin du confinement, à la date qui a été annoncée hier par le président de la République. Voilà donc en quelques mots le dispositif assez complet qui est mis en place, mais qu'on essaie de perfectionner encore tous les jours. Merci, Monsieur Kling. Je reviens sur la coordination en fait de l'action des réseaux. Lors de la crise financière de 2009, le président de la République avait nommé René Ricol comme médiateur du crédit. C'était le premier médiateur du crédit. La fonction a perduré. Il avait été nommé ensuite commissaire aux investissements. L'organisation qui est en place aujourd'hui et à laquelle vous participez, on a parlé de réunions à plus de 80 participants, vous paraît-elle suffisante ou bien il faudrait instituer un état-major dédié pour accompagner la sortie de crise des entreprises? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une sorte de delivery unit pour assurer une gouvernance plus efficiente de la gestion de cette crise pour les entreprises? Dans la période actuelle de traversée profonde de la crise, la gouvernance me paraît assez efficace compte tenu de l'ensemble des réunions de coordination qui sont organisées. La médiation du crédit d'ailleurs poursuit tout à fait sa fonction, puisqu'à chaque fois qu'une entreprise sollicite sa banque pour bénéficier d'un prêt qui aura la garantie de l'État, s'il y a des difficultés, et il y a des difficultés aujourd'hui, certaines banques demandent pour les 10% qui leur incombent en termes de responsabilité, demandent des cautions, demandent des engagements de la part des chefs d'entreprise qui peuvent paraître excessifs dans un nombre de cas. Et systématiquement, ces dossiers remontent à la médiation du crédit. Il y a aussi de la part du médiateur du crédit une des réunions, un des groupes de travail qui se réunit lui aussi toutes les semaines pour faire le point et regarder comment résoudre ces problèmes. Après ça, la question que vous posez, pour moi, elle n'est pas tellement liée à la période qu'on traverse en ce moment, mais surtout au rebond et à la sortie de crise. Là, on aura besoin, c'est très clair, de ce que certains appellent déjà un plan Marshall. Il faudra bien que quelqu'un le dirige, le coordonne. Il y a déjà un monsieur qui était désigné de grande qualité pour regarder comment organiser le déconfinement, mais la dimension, cette fois-ci, sera davantage une dimension financière. Il va falloir définir quelles sont les sommes, quelles sont les priorités, comment flécher l'argent qui sera nécessaire pour permettre à un certain nombre d'entreprises de retrouver un niveau d'activité normal. Les sommes en jeu peuvent être assez considérables, parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce qui a été décidé, à juste raison, je crois, c'est pour un certain nombre de charges sociales ou fiscales, des reports d'échéance, ou ce sont des emprunts dans le cadre de la garantie par l'État. Il est clair que les entreprises auront les plus grandes difficultés à faire face demain aux échéances qui correspondront à la fois aux échéances normales de la période, plus celles de la crise elle-même. Il y aura ici une double endettement qui apparaît, qui est telle que la rentabilité des entreprises ne permettra sans doute pas d'assumer et d'honorer les engagements qu'elles contractent en ce moment. Et le seul moyen, ce sera là de procéder à des abandons de ces créances. J'observe d'ailleurs que le président de la République est sensible, puisque hier, dans son intervention,
il a cité le problème d'exonération de charges qui nécessairement se posera. Donc on aura demain, pour le moment, les sommes sur la table sont déjà très importantes, mais demain, il y aura un autre montant très important qui sera nécessaire pour opérer le rebond et retrouver une activité normale, éviter que des entreprises ne se trouvent en très grande difficulté. Et à ce moment-là, il faudra bien qu'il y ait une gouvernance qui soit mise en place pour orienter et flécher cet argent. J'observe d'ailleurs que ce matin déjà, l'AGS, vous savez, l'assurance garantie des salaires, a publié un communiqué en faisant état du fait qu'il y avait sur les 3 dernières semaines une croissance inquiétante de demandes provenant d'entreprises en redressement judiciaire. Donc il y a ici une zone de vigilance extrême qui doit être déclenchée dès maintenant. Merci, Monsieur Kling. Une question maintenant qui nous est posée sur la solidarité inter-entreprise. On a des actions qui sont conduites par le MEDEF avec Pacte PME. Le Centre des jeunes dirigeants a eu également des initiatives en mettant en place des gestes barrières pour protéger l'économie. Autant d'actions qui visent à stimuler la solidarité inter-entreprise. La CCI, les CCI ont mis en place également un dispositif pour stimuler cette solidarité? Alors, il y a un tas de choses qu'on a mis en place, effectivement, mais je répondrai bien sûr à la solidarité inter-entreprise. Parmi les choses qui étaient mises en place pour aider les entreprises aujourd'hui à survivre dans un contexte extrêmement difficile, il y en a 2 notamment qui méritent l'attention dans notre point de vue. La première, c'est pour inciter les consommateurs à aller directement chez leur commerce de proximité lorsqu'ils sont ouverts. Tous ne sont pas ouverts, mais un certain nombre d'entre eux le sont, et il faut leur permettre de vivre, de traverser cette période, et c'est la raison pour laquelle on a inauguré un système, un dispositif qui s'appelle J'aime le commerce de proximité. C'est un système qui est mis à disposition des mairies. 94 mairies d'Île-de-France ont déjà adhéré à ce système. Pourquoi les mairies? C'est tout simplement parce que si je suis un consommateur, un résident, c'est vers ma mairie que je vais aller tout naturellement en lui demandant quels sont les commerces ouverts. Et ce système, ce dispositif permet immédiatement de savoir, en fonction de ma recherche, quels sont les commerces que je trouve à proximité. Le deuxième système qu'on a mis en place s'appelle CCI Entraide. CCI Soutien. Il est destiné à permettre aux entreprises de trouver, à partir d'une plateforme d'accès gratuit, quelles sont les entreprises de ma filière qui peuvent m'aider pour me délivrer des fournitures ou faire de la sous-traitance pour moi, de manière à ce que la filière, la chaîne, ne soit pas rompue. Il reste que dans cette solidarité qu'on essaie de mettre en place, d'un côté entre les entreprises, de l'autre entre les entreprises et leurs consommateurs, leurs clients, il reste qu'il y a le problème que vous évoquez de la solidarité inter-entreprise, qui représente des sommes considérables, c'est-à-dire toutes les sommes qu'une entreprise doit à une autre entreprise. Le montant en cause est de 700 milliards d'euros. Et la tendance de certaines entreprises, c'est de dire, si j'ai des difficultés de trésorerie, je garde ma trésorerie, donc je ne paie pas mes factures. Et si une entreprise procède à ce raisonnement, en ne payant pas ses factures, elle crée des difficultés à une autre, et de proche en proche, c'est l'ensemble du système économique qui peut se trouver mis à bas. Donc on a rappelé aux entreprises quels étaient leurs devoirs de ce point de vue. Et puisque vous m'en donnez l'occasion, oui, il y a aussi un autre groupe de travail qui se réunit à Bercy, mais qui est un groupe virtuel, sur le crédit interentreprise. Et ce groupe, dont j'avais le compte-rendu tout à l'heure, ce groupe ne s'interdit pas de citer des entreprises, notamment des grandes entreprises, mais il n'y a pas que des grandes entreprises, qui s'abstiennent de régler leurs fournisseurs et qui posent des difficultés. Et à ce moment-là, il y a des interventions directes auprès d'elles, en leur rappelant notamment qu'elles ne pourront pas bénéficier si elles-mêmes, elles ne jouent pas le jeu de la solidarité dans ce domaine. Merci, Monsieur Kling. Avant l'intervention du président hier soir, on sentait bien qu'on avait 2 écoles sur la sortie de crise et la sortie du déconfinement plutôt. Une qui était pour une date de reprise d'activité progressive et une autre pour une date de reprise d'activité plutôt fixe. Le choix qui a été fait finalement est un peu mitigé. Est-ce que ce choix vous paraît cohérent et adapté à la situation que vont devoir affronter les entreprises à partir du 11 mai, alors pour certaines de manière directe, d'autres de manière un peu plus progressive?
C'est un choix qui est dicté par les conseils scientifiques, qui sont d'une matière que je ne maîtrise pas et donc je respecte ce choix. Il est nécessairement le choix qui s'imposait en pareil cas. Il me paraît d'ailleurs assez logique, si je comprends bien ce qui est expliqué par les intéressés, c'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est pas tellement le confinement, c'est assez pénible à supporter, mais c'est pas difficile techniquement. Ce qui est difficile, c'est le déconfinement. Parce qu'il faut qu'à ce moment-là, alors que le virus ne circule plus, puisqu'on est confiné, il faut faire en sorte que dès qu'on va sortir de chez nous, le virus ne trouve pas matière à pouvoir se développer de nouveau. Et l'exemple qui se déroule en ce moment dans quelques pays asiatiques montre à quel point cette manœuvre est délicate. Ce qu'il faut, nous expliquent les spécialistes de cette matière, c'est que à peu près la moitié de la population ait été en contact avec le virus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On serait environ 15% à avoir été en contact. Il faut donc passer de 15 à 50. Pour passer de 15 à 50, il ne faut pas qu'on reste confiné, évidemment. Mais si on n'est pas confiné, brutalement, à ce moment-là, il y a le risque qu'un certain nombre de personnes qui soient contaminées se retrouvent dans des situations très difficiles dans les hôpitaux qui seront vite submergés. Donc ce déconfinement est nécessairement une solution très très progressive, très difficile à mener. Et le choix qui a été opéré par les pouvoirs publics, qui était annoncé, qui sera précisé dans les jours qui viennent, me paraît de ce point de vue un choix judicieux. Pour les entreprises, ce qui est important, c'est que le président de la République ait donné une date hier. Il a dit il y a une date. La date est le 11 mai, sauf pour certains secteurs, malheureusement le secteur événementiel qui nous concerne, mais aussi tout le secteur touristique, tous les hôtels, restaurants. Donc des secteurs importants pour lesquels la date est reportée. Mais cette date du 11 mai, elle est importante pour beaucoup d'entreprises parce que ça veut dire je sais maintenant comment je peux m'organiser. Et plutôt que d'annoncer on va reporter encore de 15 jours et puis dans 15 jours on ne sait pas encore ce qu'on va faire, il y a une date qui est claire. Et pour tout chef d'entreprise, ce qui est important, c'est d'avoir une échéance et je m'organise en conséquence. C'est ce qu'on aide au niveau de la Chambre de commerce les entreprises à faire et c'est ce qu'on fait avec l'ensemble des acteurs économiques. Donc ça me paraît une bonne chose que d'avoir cette date avec les limites de l'exercice qu'on connaît bien. Merci, Monsieur Kling. J'ai une question d'un internaute qui concerne le secteur immobilier. Il se demande comment vous voyez le marché après à la sortie du confinement. Est-ce que cette période de coma artificiel là, qui va durer jusqu'au 11 mai, quel sera l'état du marché à la sortie de cette période? La question de l'immobilier, c'est une question qui doit se poser comme d'autres d'ailleurs sans doute. À court terme, c'est-à-dire pour l'année 2020, et puis au-delà, peut-être des réflexions plus profondes, plus engageantes. Sur le court terme, le marché immobilier, pour le moment, il n'existe plus. Il est totalement bloqué. Les ordonnances ont été prises de manière à organiser le dispositif juridique qui s'impose avec les reports. Il y a eu là aussi quelques difficultés qui sont apparues. Le ministre en charge de la cohésion du territoire et du logement a procédé aux ajustements nécessaires. Donc le marché immobilier va repartir aussitôt qu'on pourra tout simplement se rencontrer. Parce que je peux difficilement acheter un bien immobilier sans le visiter, sans le voir. Ça se fait pas à distance. Et donc, il faut bien qu'il y ait ces relations présentielles physiques, qui puissent normalement être organisées. Donc, le marché immobilier, après cette phase, qui va être un peu plus longue que d'autres activités, parce qu'elle a aussi des délais sur la rédaction d'actes, il y a un tas de dispositions qui doivent être prises pour savoir si les biens en vente répondent à des conditions sanitaires, des exigences nombreuses. Donc il y a des délais qui viennent s'ajouter, qui sont tels que nécessairement, ça prendra un peu plus de temps que pour d'autres activités. Ça, c'est pour le court terme. Après ça, il y a la question qui va se poser au-delà, et la question, pour moi, elle est double. Elle est financière et elle est structurelle. La question financière qui va se poser, c'est le grand choc dans lequel on se trouve aujourd'hui les uns et les autres embarqués. Ce grand choc, est-ce qu'il va avoir des conséquences sur la planète financière et notamment sur le problème sensible pour l'immobilier des taux d'intérêt? Est-ce que ça aura un impact ou pas? Ce qui est intéressant, c'est que depuis un certain temps, les économistes nous disaient aujourd'hui, on a parfaitement assumé finalement la crise précédente, 2008-2009, mais c'est au prix d'un endettement colossal des États, et c'est au prix d'une profusion de la matière monétaire. Il y a beaucoup d'argent sur la planète.
Et c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent sur la planète que les taux d'intérêt, nous expliquait-il, sont extraordinairement bas. Il y a trop d'argent. Et un jour, il faudra bien qu'il y ait moins d'argent et qu'on arrive à résoudre l'endettement des États. Or, ce qu'on vit aujourd'hui pour résoudre la crise, c'est l'endettement des États qui explose encore davantage, mais ça pourrait avoir pour conséquence que l'argent qui était abondant, donc pas cher, devienne un peu plus rare demain, donc un peu plus cher. Et si l'argent devient un peu plus cher, si le taux d'intérêt se met à augmenter, et on a vu dans les 15 derniers jours que les taux d'intérêt des emprunts d'État ont légèrement augmenté. Même les taux d'intérêt des banques sur les opérations immobilières qui restaient en portefeuille. Si les taux d'intérêt se mettent à augmenter, sur le plan financier, ce serait pas anormal parce qu'on était dans une situation qui était anormale, qui était choquante. Ce n'est pas anormal, mais si les taux d'intérêt montent, les biens correspondants, les actifs immobiliers pourraient, eux, voir leur valeur se dégrader. Parce que pour celui qui achète un bien, il met 100 sur la table pour acheter ce bien, il le met d'autant plus volontiers qu'il a très peu d'intérêt à payer. Je n'ai que 1 sur 100 à payer. Si demain, j'ai non plus 1 sur 100 à payer, mais j'ai 2 ou 3% à payer de taux d'intérêt, mon bien, il sera peut-être plus de 99, il faudra qu'il baisse à 97, 96 ou 95. Donc ça pourrait avoir une conséquence ultérieure sur la valorisation des actifs immobiliers. Et puis il y a une autre évolution qui est possible, qu'on voit peut-être déjà, qui était un peu en germe, mais qui pourrait s'accélérer de la même manière que l'e-commerce pourrait s'accélérer demain. Cette évolution, c'est-à-dire finalement, la loi PAC de 2019 nous a autorisé au télétravail. Mais on y est allé un peu timidement. À l'occasion de cette crise, on s'aperçoit que le télétravail, finalement, ça marche pas si mal. C'est pas une solution idéale, ça ne vaut pas une présence physique dans un nombre de cas. Mais en tout cas, ça fonctionne assez bien. Et on peut résumer que de ce fait, on dise, on a peut-être besoin de moins de place dans les immeubles de bureaux, puisque finalement, on ne sera pas en permanence à son bureau. On va alterner. Et à l'inverse, on pourrait constater que dans les appartements d'habitation, j'ai besoin d'un peu plus de place parce que travailler sur la table de la cuisine, de la salle à manger ou du salon, alors qu'il y a les enfants qui courent tout et que mon conjoint, ma conjointe est également en télétravail, j'ai besoin d'un peu d'espace personnel. Alors j'ai peut-être pas besoin d'un bureau en tant que tel, mais en tout cas d'un peu d'espace. Et donc ça pourrait conduire les promoteurs à dire d'un côté on va réduire les surfaces de bureaux et d'autres on va essayer d'imaginer dans les surfaces d'habitation un accroissement limité qui permette d'aménager un espace de travail, ce qui n'était pas jusqu'à présent dans les préoccupations. Donc on est davantage sur le long terme, mais en tout cas c'est une réflexion qui peut tout à fait émerger à l'occasion de cette crise. Merci, Monsieur King. Du reste, c'est une réflexion qui est partagée par plusieurs témoins qui sont venus ici sur les webinaires du jury Covid-19 pour parler sur des sujets parfois différents du vôtre, mais qui ont souligné toujours cette évolution du télétravail dans les mentalités. Une dernière question, Monsieur King, qui est posée par un internaute et qui concerne cette fois les solutions qui sont trouvées par nos voisins européens. Est-ce que nous avons des exemples peut-être à reproduire chez nos voisins? Est-ce que ce sont des questions qui sont partagées avec des pays européens ou bien est-ce qu'on est vraiment dans une réflexion nationale? Mon sentiment profond sur la question européenne, c'est l'Europe a raté une belle occasion. Ça aurait été superbe que de pouvoir démontrer que face à la crise profonde que nous vivons, il y ait une réponse européenne harmonisée. Ça aurait été superbe. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour un tas de raisons. L'équipement hospitalier n'est pas le même dans les différents pays. Les stratégies adoptées par les pays européens n'ont pas été les mêmes. Il y en a bien vu que la solidarité était très limitée, très atténuée en ce qui concerne non seulement la matière financière, les aides apportées par les États à d'autres États, et ne serait-ce qu'en ce qui concerne la distribution de masques, certains États excédentaires ayant voulu les garder plutôt que d'en faire profiter des voisins européens. Donc on a raté cette échéance européenne et c'est malheureux. Je voyais hier soir la carte des déconfinements programmés par les pays européens. Les dates sont radicalement différentes. Elles vont s'échelonner dans le temps sur environ un mois à un mois et demi.
On a raté cette occasion, alors qu'on aurait pu imaginer d'avoir des frontières européennes communes et une même solution qui soit apportée. Donc, l'Europe, malheureusement, n'est pas au rendez-vous. Il y a certes, finalement, à force de discussions, de négociations, tard dans la nuit, une enveloppe qui a été ouverte par la BCE pour 500 milliards d'euros. C'est un montant important. Mais la demande, c'était le double qui était demandé pour venir en garantie et faciliter les aides apportées par les États. J'observe d'ailleurs que nécessairement l'Europe est concernée, d'abord parce qu'il y a une proximité entre nous, et en même temps parce que aujourd'hui, dès lors que chaque pays européen qui participe de la monnaie commune n'émet plus sa propre monnaie, on n'a plus la solution tout seul, on est obligé de passer par l'Europe, la Banque centrale et l'euro qui décident des facilités qu'on peut accorder. Donc on a besoin de l'Europe. On en a d'autant plus besoin que je constate que les filières, on parle beaucoup de la Chine, c'est vrai, mais le premier pays avec lequel nous commerçons, c'est encore l'Allemagne. Et on me disait sur certaines filières, notamment je parlais du bâtiment et des travaux publics dernièrement, certains me disaient, mais pour qu'on puisse reprendre les chantiers, il faut qu'on ait nos fournitures qui arrivent, et pour le moment nos camions sont bloqués à la douane en Allemagne. Donc on a tous ces problèmes qui montrent à quel point il y en a besoin d'aller plus loin sur le plan européen. Je suis convaincu que les pouvoirs publics partagent cette analyse et qu'ils déploient leurs meilleurs efforts pour y parvenir, mais il y a de toute évidence des réticences qui se font jour indépendamment du problème britannique. Il y a entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, de toute évidence, des approches fondamentalement différentes qui ne permettent pas d'avancer d'un même pas sur le plan européen. C'est infiniment regrettable. Et c'est très intéressant de voir qu'à l'occasion de cette crise, les États ont repris le pouvoir. Ils ont repris le pouvoir parce qu'on a compris que sans les États, on ne pourrait pas traverser la crise. Ils ont repris le pouvoir sur tous les plans avec des organisations qui sont assez développées, en tout cas que les différents États, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, etc., se sont tous organisés pour répondre à la crise dans des conditions qui me paraissent d'une assez grande efficacité. Ils ont repris de l'autorité très claire dans la matière économique qu'ils avaient quelque peu abandonnée ces derniers temps. Monsieur Kling, je vous remercie sincèrement pour cet échange très intéressant sur la situation économique et les moyens d'accompagner les entreprises dans les difficultés qu'elles vont rencontrer au cours des prochaines semaines. Je regrette qu'on ait pu voir à l'écran, ça aurait été avec plaisir. Je présente toutes nos excuses également aux internautes qui ont été privés de l'image de M. Kling. Je vous encourage tous à consulter quotidiennement le blog du Club des juristes qui est dédié au Covid-19. Vous pouvez également consulter gratuitement les plateformes LexisNexis, LexisActu et Lexis 360. Les équipes éditoriales de LexisNexis sont mobilisées au quotidien pour assurer la continuité du traitement de l'information juridique. Demain, mercredi 15 avril, à 18 h, nous recevrons Jean-Michel Mir, avocat associé du cabinet Capstan, et Benoît Serre, vice-président de la NDRH, pour nous parler de la gestion de l'activité partielle et l'anticipation du déconfinement. Le débat sera animé par Fabrice Raoult, responsable de rédaction chez LexisNexis. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau jury Covid-19. Merci. Merci à vous et portez-vous bien. À très bientôt, j'espère. Merci.